Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Perrin, présentent De Gaulle et Churchill, la mésentente cordiale de François Kersaudy, lu par François Cottrell. It's a long way to Tipperary, it's a long way to go. It's a long way to Tipperary, to the sweetest girl I know. Avant-propos. Depuis la première parution de cet ouvrage, plusieurs historiens en Grande-Bretagne, en France et aux États-Unis l'ont appelé le meilleur livre jamais écrit sur les relations entre De Gaulle et Churchill. Ce qui, après tout, est probablement vrai, puisque c'est aussi le seul. Et pourtant, quoi de plus fascinant que la complicité, les brouilles et les réconciliations entre les deux plus grands hommes du XXe siècle, personnages de légende au caractère entier et à l'idéal intransigeant. Dans sa critique de la version originale anglaise de cet ouvrage, naturellement intitulé Churchill and De Gaulle, Theodore Zeldin écrivait « On peut presque entendre les voix des deux hommes aboyer au détour de chaque page. » Ces voix devraient s'entendre mieux encore en français puisque c'est dans cette langue que s'exprimaient lors de leur rencontre ces deux grands hommes unis par l'amour de la France. Qu'importe au bout du compte si ce n'était pas le même français, ni d'ailleurs le même amour, ni surtout la même France. Mais ayant achevé ce livre, le lecteur sera nécessairement amené à considérer d'un œil différent les mémoires de guerre du général de Gaulle et ceux de Winston Churchill. De nombreux témoins des événements rapportés dans cet ouvrage ont bien voulu nous faire part de leurs souvenirs, et nous désirons remercier tout spécialement Lord Mountbatten of Burma, Lady Diana Cooper, Sir John Colville, le général Biot, le colonel Valluy, messieurs Geoffroy de Courcelles, Georges Bidault, René Massigli, Maurice Dejean, Gaston Palevski, Claude Bouchinet-Serreul, Jacques Vendroux, Pierre-Olivier Lapie et le comte de Lagarde. Nous désirons également exprimer notre gratitude aux directeurs et aux employés des 20 archives énumérées en page 487 pour l'assistance qu'ils ont bien voulu nous prêter. Cette gratitude s'étend au service français de la BBC, à l'Institut Charles de Gaulle, au service d'information et de relations publiques des armées, ainsi qu'à l'administration et au personnel d'une bibliothèque extrêmement précieuse et périodiquement guettée par la faillite. Beaucoup de nos lecteurs auront reconnu la Bibliothèque de documentation internationale contemporaine de Nanterre. Il va de soi que nous n'avons pu avoir accès à toutes les archives ni à tous les témoignages. Toute personne qui serait en mesure de nous apporter un complément d'information sur les sujets abordés ci-après est assurée à l'avance de la gratitude de l'auteur. Introduction. Ce n'est pas un homme comme les autres qui devient premier lord de l'amirauté britannique en octobre 1911. Ses origines illustres et la carrière courte mais brillante de son père sont bien connues dans la Grande-Bretagne de l'époque. On sait aussi qu'il s'est illustré en tant que jeune officier dans plusieurs campagnes militaires en Inde, au Soudan et en Afrique du Sud, que c'est un brillant orateur et un écrivain de talent, enfin qu'il a derrière lui une décennie d'activité politique, comme député conservateur puis libéral de la Chambre des communes, sous-secrétaire d'État aux colonies, président du Board of Trade et ministre de l'Intérieur. Mais tous ceux qui connaissent Winston Spencer Churchill, ou ont collaboré avec lui au cours des premières années de sa carrière, savent qu'il réunit également plusieurs qualités assez exceptionnelles. Un très haut degré de courage moral et physique, une énergie sans limite, une imagination surprenante doublée d'une mémoire phénoménale, un dévouement total au pays et à ses institutions, enfin une passion pour les événements exceptionnels et le désir ardent d'y être mêlé un jour. Or, en 1911, alors que la tension ne cesse de s'accroître en Europe, il est clair que de tels événements se préparent, et que le nouveau premier lord de l'amirauté aura l'occasion d'y jouer un rôle.
Une fois entré à l'amirauté, Winston Churchill ne perd pas de temps pour préparer la marine au conflit qui s'annonce. Après avoir espéré jusqu'au dernier moment que ce conflit pourrait être évité, Churchill finit par en reconnaître le caractère inévitable, et il agit dès lors avec une fougue et un esprit de décision surprenant. Le 28 juillet 1914, sans attendre les décisions du cabinet britannique, il ordonne à la première escadre de rejoindre son port de guerre en mer du Nord. 5 jours plus tard, la Grande-Bretagne est en guerre, et les membres du gouvernement de Sa Majesté restent interloqués devant l'imagination et l'impulsivité que déploie le premier lord de l'amirauté dans l'exécution de ses tâches, et de celles des autres par la même occasion. Il est vrai qu'à partir de là, Winston Churchill va se battre sans relâche jusqu'à la fin de la guerre, et même quelque temps après. Dès le mois d'octobre 1914, le premier lord de l'amirauté a déjà pris le commandement de la défense aérienne du pays et envoyé en France 3 escadrilles de l'aviation navale, un bataillon d'artillerie et des autos blindés. Il a traversé la Manche une demi-douzaine de fois pour inspecter les lignes de défense et fortifier le moral des troupes. Enfin, il a débarqué dans Anvers assiégé, d'où il a envoyé au Premier ministre un télégramme pour solliciter la permission de démissionner de l'amirauté afin de diriger personnellement la défense d'Anvers. Rentré à Londres, Winston Churchill redouble d'efforts pour donner à la stratégie britannique un caractère résolument offensif. Lorsqu'un plan, une invention, une initiative nouvelle paraissent propres à donner aux Alliés un quelconque avantage sur le champ de bataille, le premier lord de l'amirauté s'en saisit sans retard et n'a de cesse qu'il ne soit adopté. En novembre 1914, Churchill organise personnellement plusieurs raids effectués par des aviateurs de la marine sur les hangars de Zeppelin à Friedrichshafen. Quelques semaines plus tôt, il a insisté auprès de ses collègues et des responsables militaires pour que l'on construise des tracteurs comportant de petits abris blindés et équipés de chenillettes. Ces premiers tanks seront construits à l'amirauté sous sa supervision personnelle. Entre-temps, Churchill est également intervenu en faveur d'un plan d'attaque contre l'île allemande de Borkum, qu'il a rapidement abandonné en faveur d'un projet plus audacieux encore, consistant à forcer les Dardanelles pour pénétrer en mer Noire et tendre la main à la Russie. Churchill y voit le moyen longtemps recherché de raccourcir une guerre qui s'est enlisée dans la boue et les tranchées du nord de la France. Malheureusement, les attaques navales contre les positions turques dans le détroit des Dardanelles, puis les opérations de débarquement sur la presqu'île de Gallipoli, échouent les unes après les autres. Winston Churchill, qui a tout fait pour assurer le succès de l'entreprise, est rendu responsable de son échec et contraint de démissionner de l'amirauté. Relégué dans une glorieuse sinécure, la chancellerie du duché de Lancaster, Churchill n'a rien d'autre à faire après mai 1915 que d'apposer sa signature sous les nominations de magistrats locaux. Pourtant, il est impossible de le tenir longtemps éloigné de la conduite de la guerre, et on le voit bientôt bombarder le Premier ministre, le War Office et son successeur à l'amirauté d'innombrables mémorandums portant sur la consolidation du front oriental, l'amélioration de la production des tanks, la création d'un corps d'aviation indépendant, la reprise de l'attaque contre les Dardanelles, et même sur une offensive immédiate contre la Turquie et la Bulgarie, menée par une force franco-britannique renforcée de 150 000 Russes, armés par l'Angleterre avec des fusils japonais. Lorsqu'il apprend que le gouvernement britannique s'apprête malgré tout à évacuer les Dardanelles, Churchill démissionne de la chancellerie, et dès le mois de novembre 1915, on le retrouve sur le front de France, où il sert avec le grade de commandant dans les Grenadier Guards.